Bonjour à tous, donc on va terminer le paragraphe grand 2 sur l'intégrale d'une fonction continue. Dans ce paragraphe, je vais réutiliser les notations qu'on a vues juste avant. Donc je vais continuer à noter e- de f pour f une fonction continue, e- de f l'ensemble des fonctions en escalier qui sont plus petites que f, et e plus de f l'ensemble des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. On a vu la définition de l'intégrale de f sur le segment AB comme étant la borne supérieure de l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier qui sont plus petites que f, et on a démontré que c'était la même chose que la borne inférieure de l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Et donc maintenant, petit 3, propriété de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Et on va utiliser les propriétés des intégrales des fonctions en escalier et cette définition pour en déduire les mêmes propriétés pour les fonctions continues. Donc, les énoncés sont écrits sur le polycopier de cours. Donc, on a la linéarité, comme pour les fonctions en escalier. Autrement dit, dès que je prends deux fonctions f et g continues, et de réel lambda et mu, l'intégrale de lambda f plus mu g, c'est lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. On a aussi la propriété de croissance de l'intégrale, à savoir si f et g sont deux fonctions continues avec f plus petit que g, alors l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g, et à partir du moment où on a ça, on peut en déduire, comme pour les fonctions en escalier, le fait que la valeur absolue de l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de valeur absolue de f. Comme pour les fonctions en escalier, on a la propriété d'additivité des intervalles, à savoir si C est un point compris entre A et B, l'intégrale de f sur le segment AB est égale à l'intégrale de f sur le segment AC plus l'intégrale sur le segment CB. Et ensuite, donc ça c'est les propriétés qui vont déduire des propriétés des fonctions en escalier, et ensuite on verra d'autres propriétés spécifiques aux fonctions continues. Donc pour l'instant, preuve de ces trois premières propriétés. Alors je ne vais pas rédiger la preuve là, en fait je vais commenter le poly-manuscrit de cours. Donc d'abord pour la linéarité, pour montrer que l'intégrale de lambda f plus mu g est égale à lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. On va utiliser un petit peu ce qu'on avait fait dans la même preuve que la preuve du théorème pour la définition de l'intégrale de f. Là. On va montrer... on doit montrer en fait la linéarité, donc le fait que l'intégrale de la somme f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g, et ensuite on va montrer aussi qu'on peut sortir la constante lambda. Donc on fait tout séparément, et en plus pour montrer que l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g, on va montrer deux inégalités. On va montrer d'abord que l'intégrale de f plus g est plus grande que l'intégrale de f plus l'intégrale de g, et on montrera ensuite l'inégalité contraire. Donc, pour montrer cette propriété-là, donc là je cherche à montrer uniquement ça ici, on considère deux fonctions en escalier, phi1 qui est une fonction en escalier plus petite que f, et phi2 qui est une fonction en escalier plus petite que g. Comme il s'agit de fonctions en escalier, on sait que l'intégrale de phi1 plus phi2, c'est l'intégrale de phi1 plus l'intégrale de phi2, ce qu'on a vu au paragraphe petit 1.
et φ2 sont des fonctions en escalier. La somme φ1 plus φ2 reste une fonction en escalier. De plus, comme φ1 est plus petite que f et que φ2 est plus petite que g, la somme φ1 plus φ2 est plus petite que f plus g. Autrement dit, la fonction φ1 plus φ2 est une fonction en escalier qui est plus petite que la somme f plus g. Elle est donc dans l'ensemble des fonctions en escalier plus petites que f plus g. Et par définition, donc là je vais utiliser la définition de l'intégrale de f plus g. L'intégrale de f plus g, c'est la borne supérieure des fonctions en escalier qui sont plus petites que f plus g. Donc si c'est la borne supérieure, en particulier, c'est un majorant. Du coup, l'intégrale de f plus g, c'est un majorant des intégrales des fonctions en escalier plus petites que f plus g. Du coup, on a cette inégalité-là, à savoir l'intégrale de f plus g est plus grande, comme c'est un majorant, que l'intégrale de φ1 plus φ2. Et donc l'intégrale de φ1 plus φ2, on a vu que c'était l'intégrale de φ1 plus l'intégrale de φ2. Donc, on obtient que l'intégrale de f plus g est plus grande que l'intégrale de φ1 plus l'intégrale de φ2. Et ceci pour toute fonction φ1 en escalier plus petite que f et toute fonction φ2 en escalier plus petite que g. Le fait que ce soit vrai pour toute fonction φ1 et toute fonction φ2 fait que ça va être également vrai pour la borne supérieure de l'ensemble des fonctions en escalier, des intégrales de l'ensemble des fonctions en escalier, etc. Du coup, on peut, entre guillemets, passer à la borne supérieure et on va pouvoir en déduire que l'intégrale de f plus l'intégrale de g est plus petite que l'intégrale de f plus g. On peut faire le détail du calcul un petit peu comme ce qu'on avait prouvé dans la preuve précédente. C'est le même principe. Donc, je vais peut-être passer sur le tableau pour expliquer juste ce passage-là. Donc, là, on vient de voir que du coup, l'intégrale de f plus g, elle est plus grande que l'intégrale de φ1 plus l'intégrale de φ2, quelles que soient les fonctions φ1, donc et φ2 en escalier avec φ1 plus petit que f et φ2 plus petit que g. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par fixer juste soit φ2 une fonction en escalier plus petite que g, et on a pour toute fonction φ1 en escalier plus petite que f, on a cette propriété-là, et ce terme-là, je vais même le faire passer de l'autre côté. Du coup, je vais avoir ça moins l'intégrale sur AB de φ2 qui est plus grand que ça. Ceci est vrai quelle que soit la fonction... Pardon, on ne voit pas bien. Hop. Ceci est vrai quelle que soit la fonction φ1 en escalier. Du coup, cette quantité-là est plus grande que toutes les intégrales des fonctions en escalier qui sont plus petites que f. Donc ça, c'est un majorant de l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier les plus petites que f. Et comme par définition de la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants, du coup, cette quantité-là est plus grande que l'intégrale de f. Et maintenant, on sait que ça, c'est vrai, quelle que soit la fonction φ2.
Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le passer de ce côté-là, et le f, je le passe de ce côté-là. Donc, si vous avez compris le principe, maintenant, c'est exactement la même chose. Cette quantité-là, qui ne dépend pas hein, de phi2, est donc un majorant de l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier plus petites que g. Et donc, par définition de la borne supérieure comme étant le plus petit des majorants, l'intégrale de g est plus petite que ce majorant-là. Et on a montré notre première inégalité, à savoir que l'intégrale de f plus g est plus grand que l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Voilà, cette partie-là, c'était pas... vous n'aviez pas à l'écrire, on va dire, vous pouvez soit réécrire toute la preuve sur votre cahier, soit rien réécrire du tout. C'était juste pour commenter, expliquer un petit peu le détail. C'est tout écrit du coup ici. Donc de la même façon, on a ça, et voilà. Après, on a l'autre inégalité à montrer, dans l'autre sens. Pour montrer l'inégalité dans l'autre sens, on fait le même principe, la même chose, mais avec des fonctions en escalier qui sont, cette fois-ci, psi1 une fonction en escalier plus grande que f, et psi2 une fonction en escalier plus grande que g. Du coup, psi1 plus psi2 est une fonction en escalier qui est plus grande que f plus g. Du coup, par définition, la borne, de l'intégrale de f plus g comme la borne inférieure de l'ensemble des fonctions, l'ensemble des intégrales des fonctions psi en escalier plus grande que f plus g, on a cette inégalité-là, etc. Même principe. Et puis ensuite, pour les constantes, on doit aussi montrer que l'intégrale de lambda f, c'est lambda fois l'intégrale de f. Et pour montrer ça, on a deux cas à distinguer. Déjà, si lambda est strictement positif et si lambda est strictement négatif. Si lambda est nul, c'est évident. Donc, lorsque lambda est strictement positif, on a deux inégalités à montrer. Lambda, l'intégrale de f, plus petit que l'intégrale de lambda f. Et aussi, on a aussi l'autre inégalité à montrer. Et à chaque fois, le principe est le même. Vous pouvez vous entraîner si vous voulez vérifier que vous avez bien compris le principe, essayez de prouver au hasard l'une de ces inégalités, ça fonctionne de la même façon, et puis après pareil lorsque lambda est strictement négatif, voilà. Ce qui prouve la linéarité de l'intégrale pour des fonctions continues. Maintenant on passe à la deuxième propriété, la propriété de croissance. Là encore c'est le même principe, donc ici on prend deux fonctions continues f et g avec f plus petite que g. Alors, là il y a une petite subtilité dans la preuve, donc je vais commenter juste ici, là, le début. Si j'ai une fonction ici que j'ai appelée phi1, une fonction en escalier plus petite que f, comme f est plus petite que g, cette fonction phi1 est une fonction en escalier plus petite que f, elle-même plus petite que g, donc c'est une fonction en escalier plus petite que g. Donc si phi1, je vais passer sur le tableau, si phi1 est une fonction en escalier plus petite que f, alors phi1 est une fonction en escalier plus petite que g. Et par définition de l'intégrale de g, je peux en déduire que l'intégrale de phi1, donc je sais que l'intégrale de g, c'est la borne supérieure, donc c'est un majorant, de l'ensemble des intégrales de phi1, où phi1 est dans e moins 2g. Du coup, on a ça. Et là, ici, c'est la définition de l'intégrale de g sur AB. Ça, je tenais à bien préciser ça, parce que
ici, c'est pas parce que phi1 est plus petit que g qu'on peut en déduire que l'intégrale de phi1 est plus petite que l'intégrale de g. Attention, ça c'est une propriété qui marche, enfin, qu'on a montré jusqu'à présent que lorsque on avait deux fonctions qui étaient en escalier. Et là, g, c'est pas une fonction en escalier. Donc là, j'utilise, pour prouver cette inégalité-là, j'utilise la définition de l'intégrale de g. Ensuite, cette propriété-là, elle est vraie quelle que soit la fonction phi1 en escalier plus petite que f. Et donc, par définition de l'intégrale de f, enfin, donc du coup, si c'est vrai, pardon, je reprends, si c'est vrai quelle que soit phi1 fonction en escalier plus petite que f, l'intégrale de g est donc un majorant de l'ensemble des intégrales de phi1, où phi1 est une fonction en escalier plus petite que f. Du coup, par définition maintenant de l'intégrale de petit f, comme c'est le plus petit des majorants, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Voilà. Et on en déduit que l'intégrale de valeur absolue de f est plus petite que l'intégrale de... on en déduit que la valeur absolue de l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Pour des fonctions continues également, et puis l'additivité des intervalles pour des fonctions continues se prouve en utilisant les mêmes méthodes et les mêmes méthodes et le résultat similaire sur les fonctions en escalier. Voilà. Maintenant, petit d, on va passer à la définie positivité. Alors, le caractère défini positif, enfin ce qu'on appelle la définie positivité de l'intégrale, ça correspond à cette idée-là. Donc là, maintenant paragraphe petit d. Définie positivité de l'intégrale. Si j'ai une fonction qui est continue sur le segment AB et qui est tout le temps positive, par exemple. Et après, on verra la version avec tout le temps négative. Donc, j'ai une fonction qui est continue, tout le temps positive supérieure ou égale. Hein, donc, elle peut s'annuler, mais elle ne prend pas de valeur strictement négative. Donc, j'ai une fonction de ce type-là. Imaginez que l'intégrale de cette fonction est nulle. Donc, l'aire sous la courbe, ici, est nulle. Qu'est-ce que vous pensez de la fonction f en question? C'est forcément, du coup, la fonction constante égale à 0. Donc, si j'ai une fonction continue, attention, il ne faut oublier aucune de ces hypothèses, continue et positive, continue, positive et d'intégrale nulle, alors cette fonction, c'est la fonction nulle. Évidemment, ça marche de la même façon si on a une fonction qui est continue, négative, donc toujours de signe négatif inférieur ou égal à 0. Si j'ai une fonction dont le graphe est toujours en dessous de l'axe ici des abscisses et que l'aire sous la courbe est nulle, la fonction en question sera forcément aussi la fonction constante égale à 0. Alors, ça marche pour des fonctions continues. Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse? Alors, on va voir chacune des hypothèses. On a vu, donc là, on est en train de prouver que si f est continue, on va l'appeler mon hypothèse petit 1, et mon hypothèse petit 2, f est positive, je peux en déduire, si l'intégrale de f est nulle, je peux en déduire que f est la fonction constante égale à 0. Si j'ai l'une de ces deux hypothèses qui n'est pas vérifiée, alors on va commencer, imaginons que ça
c'est faux. La fonction, elle n'est pas toujours positive. Est-ce que vous pouvez me trouver une fonction qui soit continue, d'intégrale nulle, mais qui soit non nulle? Par exemple, il faut s'arranger pour que l'air sous la courbe ici, ce soit, il y ait la même quantité que l'air sous la courbe là, que la quantité là, ce soit la même que la quantité qui se trouve ici. Et à ce moment-là, l'intégrale est nulle, mais la fonction n'est pas nulle. Donc ça, c'est si j'ôte cette hypothèse-là, et plus généralement, c'était l'hypothèse f de signe constant. Si j'ôte cette hypothèse-là, le théorème ne marche plus. Et maintenant, si j'ôte l'hypothèse f continue, et f continue, donc là, j'ai une fonction qui est continue, enfin qui n'est pas forcément. Donc du coup, j'essaie d'ôter l'hypothèse et de voir est-ce que mon théorème marche encore. J'ai une fonction, donc on va essayer de voir justement est-ce que ça marche pour des fonctions en escalier. J'ai une fonction en escalier qui est positive tout le temps, d'intégrale nulle. Est-ce que c'est forcément la fonction constante égale à 0 ? Eh bien, si je vous pose la question, c'est que non, il y a des contre-exemples. Il suffit de prendre en certains points voilà, en des points isolés, par exemple ici en B, j'impose que f de B est égal à 1 par exemple, et puis ici en ce point j'impose que la valeur de f c'est 1 aussi, c'est strictement positif, mais ailleurs la valeur de f c'est 0. Du coup l'intégrale de f elle est nulle, mais pourtant f n'est pas la fonction constante égale à 0, il y a des points pour lesquels f est non nul. Donc si j'ôte l'hypothèse f continue, ça ne fonctionne plus, cette propriété ne marche pas, ne fonctionne pas pour des fonctions en escalier. Et alors pourquoi est-ce que c'est vrai pour les fonctions continues ? Je vais juste expliquer un petit peu l'idée de la preuve. En fait, à partir du moment où on a une fonction qui est continue, quand elle est positive, alors en fait ce qu'on va faire pour prouver ça, pour prouver A implique B, on va prouver la contraposée. À savoir, donc la contraposée de A implique B, c'est non B implique non A. Donc si f est différent de 0, alors son intégrale est différente de 0. Donc ici, comme f est supposé supérieur ou égal à 0, si je suppose que f est différente de 0, ça veut dire qu'il y a au moins un point, un x0, compris entre a et b, pour lequel f de x0 est strictement positif. Parce que s'il n'y avait pas de point comme ça, f serait nul partout. Enfin, voilà. Donc, je nie cette hypothèse-là. Et alors, il faut montrer que l'intégrale de f, elle est forcément positive. Comme ma fonction, elle est continue, et que f de x0 est strictement positif, il existe un voisinage autour de x0 sur lequel f va continuer à être strictement positif. J'utilise ici la définition de fonction continue et la définition de limite, enfin l'une des petites propriétés des limites. Donc ici, il y a un voisinage, quelque chose de la forme x0, je vais reprendre les mêmes notations que ce que j'ai écrit dans le poly, voilà, quelque chose de la forme x0 moins alpha, x0 plus alpha, tel que sur toute cette partie-là, f est strictement positif. Du coup, l'intégrale de f sur toute cette partie-là, alors strictement positive, et puis on peut même mettre ici, j'ai f de x0, on peut prendre f de x0 sur 2, il y a même tout un voisinage sur lequel la fonction, donc pour tout x appartenant à x0 moins alpha, x0 plus alpha, en fait, on a f de x qui est supérieur ou égal à f de x0 sur 2,
qui est une constante strictement positive. Voilà. Et du coup, maintenant, si je calcule l'intégrale de f entre x0 moins alpha et x0 plus alpha, entre x0 moins alpha et x0 plus alpha, ça va être plus grand que ça fois la taille de l'intervalle, qui était 2 alpha, qui est du coup strictement positif. Et l'intégrale de f sur AB, bah, elle est plus grande que l'intégrale entre x0 moins alpha et x0 plus alpha. Voilà, donc ça c'est l'idée. Vous avez le détail de la preuve dans le poly de cours. Sinon, si vous voulez la rédaction, la partie rédaction. Maintenant, suite du cours. Donc ça termine sur les propriétés de l'intégrale d'une fonction continue. Et maintenant, petit 4, donc, extension de la notion d'intégrale au cas où a est supérieur ou égal à b. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est juste des notations ici. Lorsque a est plus petit que b, on note l'intégrale entre les points a et b, donc l'intégrale sur ab. Si a égale b, on pose que l'intégrale entre a et b de f, c'est 0. Et si c'est le contraire, si c'est a qui est strictement plus grand que b, à ce moment-là, l'intégrale entre a et b, c'est l'opposé de l'intégrale sur le segment BA avec b ici qui est strictement plus petit que a. Voilà. Et donc, avec cette notation-là, on a la relation de Schall suivante. Si j'ai 3 points A, B, C quelconques, et une fonction f définie sur un segment I et ABC 3 points de I, alors l'intégrale entre les points A et B, c'est l'intégrale entre les points A et C, plus l'intégrale entre les points C et B. Vous imaginez ici que les C qui sont là, quand vous l'écrivez comme ça, le C du haut ici et le C du bas qui est là, bah, vous pouvez les ôter et il nous reste que l'intégrale entre A et B si j'ai la même borne ici que là. Voilà. Et ça, quel que soit l'ordre des points ABC, c'est-à-dire que ça, c'est pas le C, il n'est pas forcément compris entre A et B. Il peut être, on peut avoir C plus petit que A plus petit que B. Ça marchera encore, quels que soient les points A, B, C, quel que soit leur ordre. Voilà. Alors, pour prouver cette relation de Schall, on utilise juste la définition. En distinguant des cas, en fait, on applique juste l'additivité des intégrales. Donc en fait, on utilise ça. On utilise l'additivité des intervalles qui se trouve ici et on distingue des cas. Et donc on a toujours ça. Et maintenant, dernier paragraphe, valeur moyenne. Alors, quelle est la définition de valeur moyenne de f sur AB? Peut-être qu'on peut passer un petit dessin. Donc on a dit petit 4, voire poly, et petit 5, maintenant, valeur moyenne. Donc ici, on va prendre un point A, une fonction continue, f, entre deux points A et B, et alors la valeur moyenne de f sur AB, sur mon dessin, je ne sais pas, ce sera peut-être quelque chose à peu près comme ça. Et comment est-ce qu'on définit ça proprement? En fait, c'est la valeur moyenne, donc je l'appelle, dans le poly, je l'appelle mu. C'est mu tel que, si je regarde ici, l'air que je suis en train d'assurer,
ça c'était le point A. Voilà. Donc, l'aire que je suis en train d'achurer, ici on a dit la hauteur, là c'est mu. L'aire qui est là est donc en vert, on voit l'intégrale de f entre les points A et B. Mu, c'est la valeur moyenne de f, c'est le réel qui vérifie que l'aire en rouge est égal à l'aire en vert. Alors, l'aire en rouge, c'est quoi? Si mu, c'est le réel qui se trouve du coup en ordonnée de ce rectangle. En abscisse, j'ai la distance du coup b-a. Du coup, l'aire du rectangle ici, c'est la hauteur mu fois b-a. Et donc, mu fois b-a doit être égal à l'intégrale entre les points A et B de f. Du coup, pour définir la valeur moyenne de f sur le segment AB, on divise par b-a et c'est 1 sur b-a fois l'intégrale entre A et B de f. Donc ça, c'est la définition de valeur moyenne que vous retenez justement avec le petit dessin là. C'est la valeur que je place sur l'axe des ordonnées, de sorte que quand je regarde l'aire de la fonction constante égale à mu, son aire est égale à l'aire de l'intégrale de f. L'intégrale de mu est égale à l'intégrale de f. Et on a une petite proposition. La valeur que j'ai écrite là, vous remarquez que il existe, alors sur mon dessin, il en existe même plusieurs, mais il existe au moins un point C qui vérifie mu est égal à f de C. Donc, c'est la proposition qu'on va prouver tout de suite. Soit f une fonction donc continue, toujours, soit mu la valeur moyenne de f sur AB, c'est-à-dire mu définie de cette façon-là. Alors, il existe au moins, vous voyez que sur mon dessin, il n'y avait pas unicité, il existe un point C appartenant à AB tel que mu est égal à f de C. Est-ce que cette proposition, la formulation de la fin de la proposition vous rappelle quelque chose? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire? Quel théorème on pourrait utiliser pour prouver cette proposition? Est-ce que dans la liste des théorèmes que vous connaissez, il y en aurait un qui permettrait de montrer que il existe un élément C qui vérifie f de C égale à mu? Quand on essaie de... Donc là, en fait, finalement, je suis en train d'essayer de résoudre l'équation d'inconnu C, f de C égale à mu. Est-ce que cette équation admet des solutions et quelles hypothèses il faudrait pour prouver que cette équation admet des solutions? Alors, je vais, pour ceux qui n'auraient pas encore tout à fait vu le lien, je vais reprendre le théorème exact, enfin la définition un petit peu, la conclusion du théorème avec les notations que j'avais utilisées dans le cours à l'époque. L'équation f de x égale à lambda, quand est-ce que cette équation-là admet bien une solution? Si notre fonction f est, alors pour ceux qui ne s'en seraient pas encore rendu compte, il s'agit du théorème des valeurs intermédiaires. Et pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, peut-être on peut faire justement un petit rappel. Rappel de cours sur le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ce théorème des valeurs intermédiaires, j'ai besoin de quelles hypothèses? On doit avoir une fonction f
qui doit être continu. Ça tombe bien, ici c'est le cas, c'est notre hypothèse. J'ai une fonction f qui est continue et j'ai un réel lambda qui doit vérifier, qui doit être compris en fait entre deux valeurs de f. Donc, je ne sais plus comment exactement je l'avais énoncé. Ici c'était un intervalle de R. Et ce qu'il faut, c'est que il existe deux points A et B dans I, tels que lambda soit compris entre f de A et f de B. Alors, l'équation f de x égale à lambda admet au moins une solution x appartenant au segment AB. Alors AB si A est plus petit que B, ou BA ici si c'est B qui est plus petit que A. Voilà, donc ce qu'il faut vérifier, je veux appliquer ça avec mu, la moyenne de f sur le segment AB. Justement, est-ce que, alors, peut-être ça va pas, les A et B là ils vont pas correspondre au A et B de mon énoncé, donc on va prendre A', B', voilà, prime. Parce que si je reprends le dessin, donc le mu qui est donc AB, alors je vais peut-être pas reprendre la même fonction, je me souviens plus exactement la tête qu'elle avait, je crois qu'elle avait à peu près cette tête là. Mu qui correspond à la valeur moyenne. Comment est-ce que je peux montrer que cette valeur moyenne elle est bien comprise entre deux images de f. Elle est forcément plus grande que le minimum de f est forcément plus petite que le maximum de f. Alors pourquoi est-ce que j'ai le droit de parler de minimum et de maximum pour la fonction f? Il s'agit d'une fonction continue sur un segment AB. Donc toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Donc le minimum de f et le maximum de f existent. J'appelle donc peut-être on peut le rédiger. Donc preuve de la proposition. Donc je suis en train de prouver là, cette proposition là, il existe un point C compris entre A et B tel que mu égale à f de C. Alors, la fonction f est continue sur le segment AB. Donc, bornée et atteint ses bornes. On pose deux points petit m égale le minimum de f sur AB et
grand M égale le maximum de F sur AB. Alors, on a, du coup, la fonction f, elle est comprise entre petit m et grand M. Et je vais pouvoir utiliser la propriété qu'on a prouvée à l'instant, la propriété de croissance de l'intégrale. Ici, si f est comprise entre petit m et grand M, là au sens la fonction constante égale à petit m, et ici la fonction constante égale à grand M, alors l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de petit m et plus petite que l'intégrale de grand M. Donc par croissance de l'intégrale, on a l'intégrale de m plus grand, pardon, ça c'était mon maximum, plus grand que l'intégrale de f, plus grand que l'intégrale de petit m. Et ça c'est une constante, donc l'aire sous la courbe, ça représente un rectangle, c'est la hauteur petit m fois la largeur de l'intervalle, donc c'est m fois b moins a. Ici, c'est grand M fois b moins a. Et si je divise tout par je divise tout par b moins a, j'obtiens grand M plus grand que 1 sur b moins a fois l'intégrale, c'est la moyenne ici. Voilà. Et comme f était une fonction continue, hein, je crois que je l'ai écrit, est borné, ou je l'ai dit à l'oral, et les bornes sont atteintes. Donc ici, comme je ne sais plus si je l'avais écrit ou pas, donc je vais le réécrire, comme de plus les bornes de f sont atteintes. J'aurais dû le mettre avant, tant pis. Sont atteintes. Soit x, je vais l'appeler comment, x1 tel que f de x1 égale grand M. Ça c'est parce que j'avais une fonction continue sur un segment. Et x2 tel que f de x2 égale petit m. Alors, on a f est continu sur f est continu sur x1, x2 et f de x2 est mu compris entre f de x2 et f de x1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, je me permets d'écrire TVI, parce qu'on est dans le cours. En copie, vous écrivez théorème des valeurs intermédiaires. Si vous voulez utiliser le nom plusieurs fois, vous l'écrivez une fois en entier, vous mettez entre parenthèses TVI, et après, vous pouvez utiliser cette notation, mais vous l'écrivez au moins une fois en entier. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe C compris entre x1 et x2, donc entre A et B, tel que f de C égale mu. Voilà. Donc ça prouve la proposition sur la valeur moyenne.
Alors le paragraphe suivant, ce sera un paragraphe assez sympa sur les sommes de Riemann avec des petits exercices à faire sur les sommes de Riemann. Mais en tout cas, là, on a terminé le paragraphe grand 2. Voilà. Donc, à demain pour les sommes de Riemann.